Cette autre actualité qui défraie la chronique depuis quelque temps, il s'agit du pont d'Anaï dans l'extrême nord, notamment à Yagua, qui a cédé sous la pression de la pluie et des inondations. Il faut indiquer que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel sinistre dans cette partie du pays. L'année dernière, je crois qu'on a parlé des inondations qui avaient fait céder une digue, mais la question qu'on se pose, c'est finalement où va tout l'argent qui est mobilisé par les pouvoirs publics en vue, n'est-ce pas, d'apporter un mieux-être aux populations de cette localité. Je voudrais rappeler qu'il y a un plan présidentiel de reconstruction de la région de l'extrême nord qui a été mis en branle depuis quelques années maintenant, et on parle d'environ 1800 milliards de francs CFA mobilisés dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez le sentiment que, au fil des années, avec la mobilisation de ces fonds, il y a un mieux-être, ou bien les populations de cette région ressentent véritablement l'impact de la mise en route de ce plan présidentiel de reconstruction? Monsieur Fangwa, vous devez comprendre que depuis longtemps dans ce pays, une chose est de signer les décrets et d'adopter des plans, et une autre est de les mettre véritablement en exergue pour l'intérêt des populations. Vous posez une question qui est très importante. Moi, j'ai été à l'extrême nord récemment. Je crois que j'y suis allé régulièrement. Quand vous arrivez à l'extrême nord aujourd'hui, c'est un vaste champ de ruines. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression que ces populations devraient être dans le concert des nations de notre pays. Donc, en fait, des communautés de notre pays et peut-être de l'ensemble des protagonistes qui doivent intervenir pour le développement du pays. On ne peut pas imaginer chaque fois que des financements aussi importants sont accordés et que lorsqu'on regarde les infrastructures qui sont réalisées, lorsqu'elles le sont. D'ailleurs, récemment, je crois que je n'ai pas envie de citer encore un membre du gouvernement, mais je crois que sa déclaration était devenue virale dans les réseaux sociaux où on avait demandé ce qu'il y avait avant. Donc, l'extrême nord est abandonnée pratiquement à elle-même. C'est-à-dire on ne ressent rien pour les populations. Chaque fois, il y a un certain nombre de catastrophes naturelles. Et à l'occasion de ces catastrophes, on nous annonce généralement les décaissements ou alors les dons du président de la République. Je crois qu'on a encore annoncé 350 millions pour une population sinistrée. Lorsqu'on fait une péréquation ou alors qu'on fait une équation, ça revient à 1750 francs par personne sinistrée. C'est-à-dire en prenant ça sur le plan basique et tout le reste. On se pose même des questions sur la capacité de l'État camerounais à pouvoir solutionner ces problèmes qui sont récurrents au niveau de nos compatriotes de l'extrême nord. Lorsqu'il s'agit du football camerounais, et excusez-moi de faire un tout petit peu ce parallèle, on nous dit que pour un ou deux matchs, on a débloqué 1,2 milliard. Et lorsque des centaines de milliers de nos compatriotes sont sinistrés, comme c'est le cas en ce moment à l'extrême nord, on parle du gouvernement qui aurait débloqué 350 millions, c'est pour faire quoi? Et même quand on arrive donc à débloquer cet argent, l'argent n'arrive jamais chez les personnes ou chez les victimes de ces différentes catastrophes. Et l'État camerounais le sait, tout le monde le sait. Et nous continuons à vivre dans cette situation depuis des années, où le gouvernement n'est pas soucieux de la transparence dans la gestion des fonds publics, où nous soulevons toujours ces problèmes de gouvernance qui touchent les fonds publics. Et je suis désolé de le dire, les fonds qui sont mobilisés pour pouvoir apporter des solutions concrètes sont essentiellement distraits par les différents gestionnaires de crédit et tout un réseau qui n'est pas conscient des enjeux liés au bien-être de ces populations et à une situation qui leur permettrait de sortir véritablement de la paupérisation actuelle. Vous regardez donc un pont comme celui de Nanaï qui paralyse désormais pratiquement les populations de toute une zone, qui met à mal les différents projets de développement et peut-être les différentes possibilités d'enclencher un véritable développement, et nous allons nous retrouver dans une situation où 1 an après, 2 ans après, aucune solution n'a été trouvée. Nous pensons qu'il ne faut plus rien attendre de ce gouvernement. C'est-à-dire nous ne pouvons plus aujourd'hui accepter que les seules choses qui concernent véritablement
ou alors pour lequel le gouvernement manifeste un certain intérêt, c'est des questions en réalité qui ne sont pas des questions d'intérêt public notamment. Je ne dis pas que le football n'est pas bon pour le divertissement des Camerounais, mais notamment pour les questions de football. Regardez la cristallisation des passions lorsqu'on parle du conflit MINSEP-FECAFOOT. Regardez la cristallisation des moyens lorsqu'il faut essayer de donner des fonds à l'équipe nationale du Cameroun. Mais vous pensez que cela apporte quelle solution concrète aux problèmes des Camerounais au quotidien? Voilà donc une situation à nouveau qui interpelle le gouvernement camerounais et qui interpelle l'ensemble des populations camerounaises à travers leur conscience collective. Et je me félicite du fait que le président national du MRC ait appelé les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les sympathisants à la générosité en faveur de ces populations. Parce que je pense que lorsqu'il y a démission ou absence, je pense que notre générosité collective doit pouvoir suppléer aux différents manquements. Avec notamment la construction, par exemple, des points d'eau, entre autres. Exactement. Nous avons déjà réalisé un certain nombre d'ouvrages. Vous avez vu récemment que les autorités ont interdit l'inauguration des forages que nous avons gracieusement mis à la disposition de certains de nos compatriotes dans l'extrême nord. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Alors que c'est la mission même de service public qui incombe au gouvernement de la République et à l'État du Cameroun. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à assumer ces missions régaliennes de l'État, et que nous, en tant que parti politique, en tant qu'association de la société civile, nous arrivons peut-être à faire un certain nombre de choses, ils ne sont même pas capables d'accepter que les populations puissent réceptionner les dons mis gracieusement à leur disposition. Donc, il faut juste que nous comprenions que tant qu'on n'aura pas changé la gouvernance de ce pays, qui est totalement étouffé et qui est à bout de souffle, aucune solution sérieuse ne pourra être trouvée aux préoccupations de nos concitoyens. Saint-Jean-Henri Calbé, votre formation politique, le RDPC, est visiblement interpellée dans cette question de, on va dire, de l'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays, qui est d'ailleurs considérée comme la fille aînée du renouveau. On se souvient qu'en 2018, lors de la dernière élection présidentielle, c'est la seule région qui a pu bénéficier de la campagne, en tout cas, oui, de la présence du président de la République dans la campagne électorale à l'occasion de cette élection. Pourtant, selon des statistiques qui ont été publiées par l'Institut national de la statistique, qui sont relayées par Cameroun Tribune du 8 février 2024, l'extrême nord a un taux de pauvreté de 74% contre une moyenne nationale de 35%. Oui, Duval, écoutez, pour cette première prise de parole, permettez-moi déjà de dire bonjour et bon dimanche à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau pour ce comeback que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Et permettez-moi aussi de dire bonjour à tous mes co-discutants. J'ai très bien compris la question que vous m'avez posée, mais avant d'y aller, permettez-moi de dire une chose en 2 secondes par rapport à ce que Maître Bekim a dit sur ce plateau concernant, n'est-ce pas, la suspension de l'émission Droit de réponse. Je voudrais d'abord préciser que j'étais sur le plateau lors de l'émission 237 qui a été demandé d'être suspendue en remplacement, n'est-ce pas, de droit de réponse. Cela, je le confirme, avait souvent été fait qu'à la place de droit de réponse, quand nous programmons 237 et que je sois invité. Je voudrais aussi ici confirmer que j'ai été personnellement saisi par les agents de la Sûreté du territoire qui m'ont personnellement appelé pour savoir si l'émission droit de réponse avait été enregistrée pour contourner, n'est-ce pas, je ne sais pas si ce sont les sanctions du CNC ou alors elle était en direct. Bien évidemment, je leur ai fait comprendre que l'émission était en direct et que moi, je comprends que c'est 2 émissions, 2 journalistes différents, dont je n'arrivais pas à comprendre quel était le lien entre ce qui a été demandé à droit de réponse, vous, Duval Fanglois, et votre émission, et ce qui a été reproché à Pierre Averdu-Romban et 237. Donc, cette situation m'a beaucoup gêné, Duval. Je n'aurais su prendre la parole sans
parler de l'authenticité, de la véracité de ce que j'ai vécu. Maintenant, pour répondre à votre question qui, n'est-ce pas, concerne peut-être l'indice de pauvreté dans l'extrême nord et les inondations que cette partie de la planète vit. Je voudrais rappeler ici à l'attention des téléspectateurs que toute l'Asie du Sud-Est, une bonne partie du Bangladesh, n'est-ce pas, de l'Indonésie, est sous les eaux. Sous les eaux. Et que dans les jours qui arrivent, ça sera la Louisiane. La Louisiane est continuellement sous les eaux aux États-Unis, malgré le 1 milliard en dollars, malgré la puissance financière que c'est que les États-Unis. C'est des phénomènes naturels. Donc nous sommes pertinemment déjà habitués et que des mesures sont prises généralement aux États-Unis, en Inde, au Bangladesh pour lutter contre ces inondations. Mais vous savez, la nature a ceci, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la nature. On peut prévoir les effets de la nature. Et ce qui se passe actuellement à l'extrême nord concerne le Tchad, le Nigeria, toute cette zone du Logon-Lechari est sous l'eau. Est sous l'eau. Ce n'est pas quelqu'un qui a ouvert un robinet à Yaoundé ou à Douala et qui a dit que je vais mettre tout le Logon-Lechari ou alors le maillot d'Anaï sous l'eau. Maintenant que cette catastrophe-là humanitaire, naturelle est arrivée, il faut se poser la question de savoir, c'est pas la première fois que cette partie de notre triangle national vit, n'est-ce pas, de telles inondations. Pour le moment et de manière très urgente, le chef de l'État a déjà demandé de débloquer 350 millions, qui est une action d'urgence. C'est-à-dire d'autres actions viendront où il faudra recaser les populations, se rassurer que tout le monde, ceux qui sont vivants, sont bien traités, ont peut-être leur domicile et leur logement. Je voudrais aussi ici rappeler que des projets énormes ont été faits et réalisés dans l'extrême nord. L'extrême nord, ne vous dites pas qu'il n'y a pas de petite industrie ou il n'y a pas d'activité là-bas. Il se passe tout simplement qu'une bonne partie des Camerounais de l'extrême nord quittent cette zone pour venir faire la moto, les petits métiers ici au sud du Cameroun. Comme beaucoup de Camerounais quittent le Canada pour aller vivre au Canada et en France sans qu'on les ait chassés. Donc, pour ma part, je pense tout simplement que l'État du Cameroun fait ce qui est de son devoir, de produire de l'eau potable pour ces populations, trouver des emplois, mais surtout l'instruction. Parce que lorsque vous regardez aussi au Cameroun, le taux d'alphabétisation dans cette partie du Cameroun, depuis les indépendances, est en deçà, n'est-ce pas, de ce que nous trouvons de la moyenne nationale. Ça, il ne faut pas le cacher. Rome n'a pas été construit en un jour. Donc, ceux qui s'avisent à penser qu'ils ont fait des collectes pour aider au secours de certaines populations, nous rendent déjà compte des collectes qu'ils ont fait au préalable. On se rappelle pendant la Covid, des collectes qui ont été faites, on ne sait pas ce que ça a donné aujourd'hui, et tout, ça va dans tous les sens. Vous avez donné quoi pendant la Covid? Monsieur Massouma, vous vous sentez indexé? Je n'ai prononcé, je ne parle de personne, sauf que peut-être vous êtes en train de reconnaître des faits. Donc, lorsque vous prenez des engagements pour dire que vous allez venir au secours de certaines populations sinistrées, mais c'est très bien, ce sont nos compatriotes. Mais il faut comprendre qu'au Cameroun, tout type d'activité de ce genre est réglementé par une loi. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire que vous allez faire un coup, comment on disait même, coup d'honneur ou... nous n'avons pas appelé les Camerounais, nous avons appelé nos militants et nos sympathisants. Moi, je ne vous ai même pas indexé. Ne dépend pas de vous, puisqu'on ne vous demande rien de ce que... Tant mieux. On ne vous a pas demandé quelque chose. Monsieur Massouma, je ne sais pas pourquoi vous sentez indexé. Monsieur Duval Fangwa, je voulais apporter la précision. Le présentateur de cette chaîne, de cette émission, m'a demandé pourquoi est-ce que l'extrême nord est si enclavé, est pauvre, et que ce que l'État est en train de faire. C'est des phénomènes naturels. Personne n'a ouvert un robinet depuis et tout pour dire on va inonder l'extrême nord. Les projets sont en train de faire entrer. La ligne de fer Gaoundéré-Garoua a trouvé des financements. Et je pense que là où la route passe, le développement suit Gaoundéré-Garoua jusqu'à N'Djamena. Vous voyez l'île. Mais maintenant, c'est une réalité. Le chef de l'État sort d'un voyage en Suisse, en Chine. Il y est peut-être même encore, ou alors il a un coup de route, il est allé avec le ministre des Transports. C'est de tels projets qui sont envisagés et je pense que seront matérialisés
avec le chef de l'État ou après lui. On travaille pour cette zone du Cameroun comme pour tous les Camerounais. Okay. Donc ne donnez pas l'impression qu'on est abandonné à l'extrême nord et que les gens de Yaoundé estiment que... Ce n'est pas nous, c'est les populations de l'extrême nord elles-mêmes. C'est les populations de l'extrême nord elles-mêmes. Vous connaissez les problèmes que moi j'ai dans mon Union et Kélé? Vous connaissez les problèmes? Je n'ai même pas de route. Alors, Maître Augustin Gueffak, face à la situation catastrophique que connaît l'extrême nord du Cameroun avec cette récurrence, par exemple, des inondations, une situation qui, visiblement, ne permet pas un mieux-être des populations de cette localité. Serge-Henri Kelbé a semblé relativiser en indiquant que les inondations, ça se voit dans toutes les parties du monde. Ce qui n'est pas faux. Duval, il y a 1h15 que j'écoute les uns et les autres. J'espère que vous allez me donner même 3 minutes. Chers téléspectateurs, moi, répondre directement à la question de Duval, c'est m'introduire dans la liberté d'opinion. Laquelle liberté d'opinion, chacun se souvient de l'expression « en sommes-nous si éloignés ». Or, le président de la République l'a dit il y a presque 30 ans, plus de 30 ans, parce qu'il demandait à ses militants du RDPC de bien définir la notion de démocratie et de l'écouter, de la comprendre. Parce qu'il disait que la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association, les élections libres. Et il a conclu par « en sommes-nous si éloignés ». Or, lorsque nous écoutons le conseil de cette maison et Edmond Kambia, je suis convaincu que on n'est même pas seulement éloigné de la liberté d'opinion depuis que le RDPC est là, même après avoir écouté le président de la République, inviter les gens à se rapprocher de cette liberté d'opinion, on n'aperçoit plus la liberté d'opinion au Cameroun parce qu'elle est enterrée. Cette liberté, elle est assassinée. Pour vous, à la suite de la narration des faits, j'ai compris que alors que vous attendiez le patron de la formation continue dans votre domaine, c'est-à-dire ce monsieur qui est neutre, qui est indépendant, et qu'il agit en toute impartialité, en lieu et place, vous avez reçu un chargé de mission. Ça veut dire que il vous comprenait, mais vous ne le compreniez pas. Vous étiez dans un jeu de sourds. Alors, il a réussi sa mission. Il a réussi à tordre le cou à la démocratie, à exercer sa part de pression sur la démocratie, parce que à l'analyse des faits, à la présentation des décisions, je retiens que la loi a été piétinée par le Conseil national de la communication. Et que, agissant en marge de la loi, vous avez été abusivement suspendu. Votre émission a été interdite. Vous parlez de suspension, moi j'ai dit interdite. Une émission sœur, parce que ce n'est pas une émission frère, a été interdite sans loi, a été interdite sans décision. En réalité, les affidés de ce chargé de mission sont en train de lui dire « Félicitations, tu as réussi ». Pour moi, je comprends que 2025-2026, ils sont en train de tester ce qu'ils vont faire. Et c'est en train de passer, ils se lèchent les balbines. Mais, monsieur Georges Tebonken, ce que vous oubliez, je m'adresse à vous. Tout ce qui se passe est enregistré. Et vous avez envoyé vos enfants dans les meilleures écoles du monde, qui sont en train de décrypter les lois, pour vous succéder, vous, dans votre domaine. Et comme vous aurez la bonne santé, quand ceci va chavirer, quand ceci va passer, votre enfant le soir, quand vous serez devant votre plat, il va programmer ses émissions. Et dit, papa, on parle de vous comme ça. Vous allez assumer.
Parce que souvenez-vous, pour abandonner la loi sur l'abolition de la guillotine, le juste Robert Badinter avait demandé aux députés, quand vos enfants vous compteront, que vous aviez pris les lois pour guillotiner les gens. Comment là vous allez vous comporter dans vos maisons? Donc, je demande à chaque Camerounais d'être humain. Ressaisissons-nous, reprenons-nous en main, redevenons humains. Disons, est-ce que c'est ce Cameroun que nous sommes vraiment en train de construire? Et répondant donc à la question, je crois que... La digression consistait donc, maître, à contourner la mise au point que j'ai faite, à savoir qu'on ne fait pas de débat sur la question. Il s'agit... Nous sommes toujours dans ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Parce que vous me demandez d'opiner sur ce qui s'est passé sur le pont de Danaï. Oui, non, je ne peux pas scinder, moi, dans mon cerveau, une partie de l'opinion à présenter et commenter l'autre. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que le CNC n'étant pas représenté et son président n'étant pas sur le plateau, je pense que cette observation ne tient pas la route, compte tenu de ce qu'on peut nous opposer après le fait que... C'est le fameux recadrage. Je vous dis que c'est le recadrage. Allons-y donc pour ce qui concerne la question sur... Vous avez là, vous venez d'assimiler la notion de recadrage. Mais je vais aussi vous répondre. Souvenez-vous, en 1972, le président Amadou Ahidjo, pour prendre les lois liberticides sur la liberté d'opinion, avait émis une phrase. Il avait invité vos dévanciers à ne pas induire le peuple en erreur. C'est ce que M. Georges Teponquin et ses chargés, comme lui est le missionnaire, et ses chargés de mission vous demandent de ne pas faire, de ne pas induire l'auditoire, le peuple en erreur. Est-ce que vous savez ce que lui veut dire, ne pas induire le peuple en erreur? Bon, je note que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, je réponds, je vais terminer. Ne pas induire le peuple en erreur, le professeur Tchadéone a expliqué. Pour lui, veut dire que vous n'avez pas le droit de dire la vérité au peuple. C'est ce qu'il faut comprendre, dans ne pas induire le peuple en erreur. Je vous invite donc à les suivre, puisque vous êtes en train de me recadrer, à ne pas induire le peuple en erreur en refusant de dire la vérité au peuple. Alors, je peux continuer maintenant? Je donne la parole à Edmond d'abord. Je continue donc sur le pont de Danaï. Puisque vous m'avez posé la question de savoir si je peux vous laisser continuer. Non, je continue. Je dis non, vous ne continuez pas. Je donne la parole à Edmond Kanga pour répondre à la question et puis éventuellement je pourrais revenir sur vous. Edmond, sur cette question pour sortir de ce sujet. Oui. Le pont d'Anaï a cédé. Ce n'est pas la première fois. Très souvent dans cette partie du pays, on parle des digues qui lâchent. Pourtant, il y a toujours beaucoup d'argent qu'on met chaque fois qu'il y a un sinistre qui est signalé dans cette partie du pays. Le lendemain, il y a une forte mobilisation des pouvoirs publics. On a des convois qui s'organisent. Il y a des membres du gouvernement qui organisent un balai dans cette partie du pays pour apporter leur compassion, pour témoigner leur compassion aux populations, pour annoncer parfois des batteries de mesures dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Mais on a le sentiment que l'année d'après, ça recommence, un peu comme si on était dans une sorte de mythe de Sisyphe. Un éternel recommencement. Oui, je voudrais d'abord dire, dans l'espoir de ne plus revenir sur le premier sujet, que la censure a été abolie dans les médias au Cameroun par la loi du 4 janvier 1996, loi portant modification de la loi numéro 90/052 portant liberté de communication sociale au niveau de son article 14 nouveau. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est très embêtant au Cameroun, ça fait 42 ans que ça dure. Vous savez comment on appelle la région de l'extrême nord au Cameroun, au sein du RDPC? La fille est née du renouveau. La fille est née du renouveau. Avant 42 ans, il n'y avait pas d'inondation, apparemment. Mais j'ai dit, ça fait 42 ans. La fille est née de renouveau souffre. Elle est malade. Malade d'être inondée chaque année.
Et celui qui l'a appelé fille aînée du renouveau ne fait rien pour lui apporter la guérison. Voilà l'image que je voudrais donner. La fille aînée du renouveau est malade. Elle souffre, elle est malade chaque année. Et jamais la solution n'a été apportée pour mettre fin à sa maladie. Cela signifie quoi? En français facile. Cela signifie que la fille aînée du renouveau a été abandonnée à elle-même. C'est tout. Voilà, elle était abandonnée à elle-même. Et puis quand je dis cela, je rentre maintenant dans les réponses aux téléspectateurs qui attendent le gros français, c'est-à-dire les politiques publiques. En fait, tout ce qui a été fait depuis 4 décennies dans ce pays n'a été que des colmatages. C'est-à-dire, on a essayé de colmater les brèches d'une situation qui existe, je le concède, avant 1982, mais qui s'est accélérée parce que les années passant, la situation s'est aggravée. La réponse au problème dans l'extrême nord n'ayant jamais été trouvée. Parce que il n'y a pas que les inondations, je vais revenir sur les inondations, il y a la misère. Et j'ai été ahuri, j'ai failli avoir des frissons tout à l'heure, quand le communicant du RDPC est revenu sur le problème de l'instruction, l'éducation, dans les régions septentrionales et dans l'extrême nord en particulier. Il a reconnu qu'il y a un problème. Depuis les indépendances. Hein. Mais voyez-vous, depuis les indépendances. S'il fallait faire un bilan des 42 ans de la gestion des problèmes d'inondation dans l'extrême nord et des problèmes d'éducation, pour rester simple, de l'instruction, de l'enseignement primaire, je ne parle pas du secondaire ou de l'université, je dis de l'enseignement maternel et primaire dans l'extrême nord. Vous savez très bien, et je sais, pour les Camerounais, ils le savent, je parle davantage à nos frères et amis qui sont au Cameroun et à l'étranger. Lorsque les images nous viennent de l'extrême nord, pas seulement en ce qui concerne les inondations, mais de ce qu'on appelle l'école au Cameroun, au XXIe siècle. L'école sous l'arbre. L'école sous l'arbre. L'école en plein air. Vous voyez un drapeau, un vieux drapeau national, abandonné dans un coin, quelque part dans ce qui s'appelle école, sans bâtiment. Ce qui tient lieu de salle de classe, ce sont des morceaux de pierre et de rochers sur lesquels les enfants s'asseyent. Parfois, ils s'asseyent à même le sol. Il y a quelques morceaux d'arbres que la maîtresse ou l'institutrice a pu rassembler pour éviter que le vent emporte tout sur son passage, y compris les enfants. Non, c'est très grave. L'image que renvoie l'extrême nord montre qu'elle a été abandonnée, totalement abandonnée par le régime actuel. Je ne dis pas que tout était meilleur dans le passé, mais le peu qui aurait pu être fait, si les politiques publiques avaient été mises en place, suivies, coordonnées, gérées, de manière à ce qu'il y ait une amélioration d'année en année, je crois qu'on n'aurait pas le même type de problème que l'on vit aujourd'hui sur la question des inondations en particulier. Parce que lorsque vous connaissez un problème, vous avez fait le diagnostic, des experts sont allés sur le terrain, les membres du gouvernement y sont allés, d'année en année, faire le one-man show et passer à la télévision et annoncer pompeusement que le chef de l'État a envoyé des matelas, du riz, du savon, dans sa grande magnanimité, dans sa grande magnanimité, sa grande sollicitude. Mais de qui se moque-t-on? On se moque des populations, des pauvres populations de l'extrême nord, qui ne connaissent pas seulement chaque année les problèmes d'inondation, mais vivent au moins depuis 2014 l'impact négatif, néfaste de la guerre du Boko Haram. Les populations meurent tous les jours. Et effectivement,